Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Limogeage du Premier ministre Hichem Mechichi en Tunisie, une mesure forte annoncée par le président Kais Saied le 25 juillet, le chef de l'État qui a aussi gelé les travaux du Parlement. L'appui financier de la Banque africaine de développement en faveur de l'Éthiopie, l'institution et le gouvernement ont signé 2 accords d'un montant de 118 millions de dollars, une enveloppe dédiée à la mise en œuvre de plusieurs projets économiques. Et puis l'Afrique qui décroche ses premières médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo, et ce grâce à la performance des athlètes tunisiens Mohamed Khalil Djendoubi et Ahmed Afnaoui. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, ils feront partie du comité d'organisation du dialogue républicain. En Centrafrique, la plateforme de l'opposition, la Code 2020, a finalement accepté la main tendue par le gouvernement. Elle avait affiché jusque-là son mécontentement, jugeant ce comité d'organisation déséquilibré. Ce changement de position s'explique par les initiatives prises par le président Faustin Archange Touadéra. Après une rencontre avec les opposants, le chef de l'État a modifié le décret qui avait mis sur pied ce comité. Une modification qui, selon le porte-parole de la Code 2020, Nicolas Tiangaï, répond enfin aux attentes de l'opposition. Dans l'actualité également, une crise politique qui prend une autre dimension en Tunisie. Ce dimanche 25 juillet, le président tunisien Kais Saied a pris des mesures fortes après des manifestations organisées dans plusieurs villes du pays. Le chef de l'État a non seulement limogé le Premier ministre Hichem Mechichi, mais a aussi gelé les travaux du Parlement. Le président a ainsi pris ses directives en se fondant sur l'article 80, en affirmant que, je cite, « La Constitution ne permet pas la dissolution du Parlement, mais elle permet le gel de ses activités ». Des mesures qui semblent avoir eu un écho favorable dans les rangs de la population. Peu après l'annonce de ces mesures, des scènes de liesse ont été constatées dans les rues. Écoutons à ce sujet le président Kais Saied. Il était nécessaire de prendre des mesures extraordinaires afin de sauver la Tunisie. La première des décisions prises a été la révocation du Parlement. La deuxième décision est que l'immunité des députés a été levée. L'autre décision prise dans le cadre des mesures est que l'actuel Premier ministre, Hichem Mechichi, soit limogé et qu'un Premier ministre soit nommé à sa place. Nous avons pris ces décisions et d'autres décisions seront publiées sous forme de décret comme le stipule la Constitution, et ce jusqu'à ce que la paix sociale revienne en Tunisie et jusqu'à ce que nous sauvions l'État. Le président se chargera du pouvoir exécutif avec l'aide d'un gouvernement dont le président sera désigné par le chef de l'État. Des mesures qui n'ont cependant pas suscité le même engouement au sein d'Ennahda. Dans un communiqué, la formation islamiste a dénoncé un coup d'État contre la révolution et contre la Constitution. Et sachez que des affrontements ont éclaté ce lundi devant le Parlement. Dans le reste de l'actualité, la levée de la plupart des restrictions anti-Covid en Afrique du Sud, une directive annoncée par le président Cyril Ramaphosa le 25 juillet. Elle concerne les rassemblements, les vols domestiques, mais aussi les établissements scolaires qui ont rouvert leurs portes ce lundi. Le couvre-feu reste quant à lui toujours en vigueur, soit de 21h à 4h du matin. Selon le chef de l'État, le pic de la 3e vague de l'épidémie est largement passé. Pour autant, le nombre de contaminations reste toujours important dans plusieurs provinces du pays, dont celle du KwaZulu-Natal. Au Burundi, l'État a décidé de suspendre les activités minières de plusieurs sociétés internationales. Des entreprises chinoises, russes et britanniques sont concernées. Le gouvernement burundais cherche ainsi à renégocier les contrats de façon à ce que les revenus miniers soient beaucoup plus propices au développement économique du pays. Marie-Raphaël Antolo. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a ordonné la suspension des activités d'extraction minière de plusieurs sociétés internationales. Ces sociétés opèrent dans le domaine des terres rares, de l'or ou encore du coltan. Cette suspension est émise dans le but d'amener ces sociétés à renégocier les conventions d'extraction pour poursuivre leur exploitation des minerais burundais. La décision qui a été prise par le président Ndayishimiye de suspendre les activités d'extraction de mines pour les métaux rares et les terres rares et le coltan et l'or est la bienvenue. Elle est la bienvenue parce que depuis le pouvoir Nkurunziza, plusieurs contrats miniers ont été négociés
plusieurs permis d'exploitation ont été négociés et accordés en toute opacité. Il y a eu plusieurs plaintes depuis un certain temps sur la manière dont ces mines étaient accordées à certaines multinationales. Il y avait pas mal d'opacité sur la manière dont elles sont accordées et des soupçons réels de corruption et de l'ancien ministre des Mines, mais aussi de certains caciques du pouvoir issus du parti que dirigeait à l'époque le président Ndayishimiye lui-même. D'après des observateurs, cette opération permettra au Burundi de pouvoir tirer profit de sa richesse longtemps pillée par des extracteurs externes. Son objectif est donc de négocier tous les contrats avec de grandes sociétés internationales qui sont dans le domaine minier. Par ailleurs, le président Ndayishimiye compte revoir par la suite le cas des sociétés minières semi-industrielles burundaises. Il est intéressant de revoir les rapports et qu'est-ce qui a été accordé à qui et comment. On parle de 10% pour le régime burundais, ou en tout cas pour le gouvernement ou le budget national, et de 90% pour les multinationales. C'est scandaleux, c'est inacceptable pour un pays qui commence à exploiter son sous-sol et qui espérait pouvoir avoir une manne financière pour financer les grands projets de développement, toutes les problématiques d'infrastructures qui se trouvent maintenant dans le pays, mais aussi l'éducation, la santé, le logement et toutes les choses fondamentales, sans parler évidemment de l'énergie qui est une chose qui manque, une carence assez exceptionnelle au Burundi depuis quelques années. Selon des observateurs, le Burundi a perdu son contrôle sur ses minerais depuis le régime de Nkurunziza qui a multiplié les signatures des contrats avec des investisseurs étrangers dont le britannique Rainbow Rare Earths Ltd. Toutefois, le 14 juillet, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines a ordonné à toutes ces sociétés de suspendre toutes leurs activités afin d'aboutir à de meilleures ententes dans un esprit gagnant-gagnant. 118 millions de dollars, c'est le montant de 2 accords de subvention signés entre le gouvernement éthiopien et la Banque africaine de développement. Un partenariat qui permettra à l'Éthiopie de concrétiser divers projets, dont un en faveur de l'employabilité des jeunes. Marie-Raphaël Antolo. Le secteur économique éthiopien bénéficiera d'un financement de 118 millions de dollars. Ces fonds seront débloqués dans le cadre d'un accord avec le groupe de la Banque africaine de développement. Ces fonds serviront à financer des projets économiques prioritaires dans le pays. Les dons relèvent par ailleurs du guichet de prêt conventionnel du groupe de la Banque africaine de développement. 118 millions de dollars pour un pays comme l'Éthiopie et dans sa situation, ce n'est pas beaucoup d'argent, même si ça va aider absolument. Donc ça va avoir plus d'impact sur le court terme, en général, sur tout ce qui est balance de paiement et éventuellement appui budgétaire. Je crois simplement que l'Éthiopie a besoin de diversifier son économie pour être en mesure de la rendre résiliente par rapport à la crise de Covid. Parmi les nombreux projets à être financés, celui de l'amélioration de la productivité à l'appui des parcs agro-industriels et de l'emploi des jeunes sera financé à hauteur de 47 millions de dollars, tandis que le projet de deuxième interconnexion électrique Éthiopie-Djibouti sera alloué un montant de 71 millions de dollars. Le projet d'interconnexion va par ailleurs stimuler les échanges d'électricité entre l'Éthiopie et Djibouti voisins. Vous savez très bien que le transport aérien a toujours été, avec son hub, une des sources fondamentales de revenus. Et pour compenser, je pense qu'il faut simplement que le marché intérieur et extérieur diversifié soit la bonne réponse. Pas des situations où on leur donne un peu d'argent pour compenser les balance de paiement. Une fois ces projets terminés, celui des parcs agro-industriels et de jeunesse verra le développement d'infrastructures d'irrigation et de gestion de l'eau autour des parcs agro-industriels intégrés. Quant au projet d'interconnexion, il entraînera une augmentation des revenus du commerce d'électricité qui, au cours des 10 dernières années, s'élevait à plus de 275 millions de dollars de revenus. Qui dit vaccin dit aussi effets secondaires. En vue de les signaler, le Gabon a décidé de créer un site web dédié à toute personne souhaitant alerter sur une éventuelle anomalie. Les patients pourront aussi bénéficier d'une prise en charge. La création de ce site web permet ainsi au gouvernement de rassurer la population sur la vaccination contre le Covid. Les détails avec Samantha Sabirou-Sabubanga. Au Gabon, le Comité national de vaccination contre le Covid-19, Copivac, a annoncé la mise en place prochaine d'un site web destiné aux personnes vaccinées présentant des effets secondaires. Sur ce site, les personnes vaccinées peuvent signaler toute anomalie et demander une prise en charge ou même bénéficier des conseils médicaux.
L'objectif, selon les autorités sanitaires, est de recueillir, juguler et traiter d'éventuels cas de malaise liés à la vaccination contre le Covid-19. Quelle est l'importance de ce site web? Déjà, la gestion de la Covid au Gabon a été décriée par le commun des Gabonais. Le gouvernement le sait. La création d'un nouveau site web pour ces vaccins-là qui sont tirés des effets secondaires, je crois que c'est véritablement du gâchis. Parce que déjà au Gabon, on a ce problème d'Internet qui, pour beaucoup, est un luxe. Dès le démarrage de la campagne de vaccination au Gabon le 23 mars 2021, le comité de pilotage du Covid-19 a mis en place une unité de pharmacovigilance qui sera désormais appuyée par ce nouveau site web. Les autorités veulent ainsi davantage rassurer les Gabonais en les incitant à la vaccination. L'objectif fixé par le gouvernement est de vacciner 50% de la population totale. À ce jour, 50 227 personnes ont été vaccinées sur les 2 millions d'habitants que compte le Gabon. Déjà, le dépistage et la vaccination eux-mêmes n'ont pas assez d'engouement. Et la création d'un site, quel engouement aura-t-il ce site? Je crois que le gouvernement oriente ses priorités ailleurs qui ne sont pas l'avantage du peuple gabonais. Toutefois, par rapport à la cible de ce site, les autorités gabonaises ont tenu à rassurer les populations. Aucun effet secondaire majeur n'a été rapporté depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination à travers le pays. Ils font la fierté du continent africain. En 2 journées de compétition, 2 athlètes tunisiens ont fait sensation au JO de Tokyo. Il s'agit de Mohamed Khalil Djendoubi et Ahmed Afnaoui. L'un a décroché l'argent lors de la finale de taekwondo des moins de 58 kg. L'autre a remporté l'or lors de la finale du 400 mètres nage libre. Mildred Diamou. Première médaille pour l'Afrique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les athlètes tunisiens Mohamed Khalil Djendoubi et Ahmed Afnaoui font la fierté du continent africain avec 2 médailles en 2 journées de compétition. Malgré les échecs observés dans plusieurs disciplines, l'Afrique fait une entrée remarquable grâce aux médailles d'or et d'argent remportées dans les disciplines de taekwondo et de la natation. Alors je dirais simplement que c'est exceptionnel pour les performances tunisiennes dans ces Jeux Olympiques et surtout pour Ahmed Afnaoui, 18 ans seulement. Il a créé la sensation avec ses finales de 400 mètres libres, nage libre. Donc tout simplement, et vous voyez que après les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 dans cette discipline, la Tunisie revient en 2020 ou encore en 2021 et puis il succède à Oussama Meloui qui avait donc été sacré dans les 1500 mètres lors des Jeux de Pékin. Donc simplement exceptionnel pour lui. Et vous savez que c'est un travail de dur labeur pour Afnaoui qui n'était pas sa première expérience quand même. Le taekwondoïste Mohamed Khalil Djendoubi de 19 ans a remporté une médaille d'argent en taekwondo en s'inclinant 16-12 en finale des moins de 58 kg contre l'Italien Vito Del Aquila. Le nageur Ahmed Afnaoui de 18 ans a pour sa part remporté la médaille d'or sur 400 mètres nage libre, le premier titre africain à cette compétition. Pour l'autre qui est tout simplement médaillé d'argent dans le cadre, il s'agit de Mohamed Khalil, donc médaillé d'argent également. De ce côté également, je dirais que ce n'est pas beaucoup une surprise, c'est beaucoup d'années de travail, donc de dur labeur. Et vous savez que ça fait beaucoup d'années aujourd'hui que dans cette discipline, le taekwondo, la Tunisie n'avait plus remporté des médailles, surtout aux Jeux Olympiques. On parle de 50 ans, après 50 ans, donc il revient et il n'a que 19 ans également. Donc c'est exceptionnel. Vous savez également que il a battu pas mal de ses adversaires lors des demi-finales, également les quarts de finale pour arriver à ces niveaux. Et puis il a fallu juste, donc c'était de justesse qu'il a raté la médaille d'or. Donc félicitations à la Tunisie qui honore l'Afrique pour le moment dans ces Jeux Olympiques. Outre les médailles remportées par les athlètes tunisiens, d'autres disciplines ont réalisé des performances salutaires, notamment en boxe, avec l'Algérien Oumri Mohamed en 16e de finale contre le Vénézuélien Kobash Barreranalek dans la catégorie 75-81 kg poids mi-lourd. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.